Salut à tous les copains, bienvenue dans ce premier off de JSPC. Le off de JSPC, c'est quoi pour les nouveaux arrivants sur la chaîne? C'est un format que j'avais teasé depuis pas mal de temps pour ceux qui me suivent en live et sur Discord. Le but donc des offs, c'est de traiter un sujet d'actualité que vous avez souhaité que je traite par vos commentaires sous les différentes vidéos ou sur les réseaux sociaux. Vous avez été assez nombreux à vouloir que je le traite, mais moi par contre je ne souhaitais pas le traiter, donc je suis pas content. En général pour deux raisons, soit parce que j'avais pas de vannes pertinentes à faire sur le sujet, soit parce que je n'avais pas envie de faire des blagues sur le sujet. Je pense que quand certains sujets sont particulièrement épineux, se limiter à un travail humoristique peut être plus contre-productif qu'autre chose. Et le but de l'humour étant pour moi justement d'aider la société à aller mieux, je n'avais pas envie de faire une démarche contre-productive. On va donc aborder ce sujet de façon plus sérieuse mais non exhaustive. Plus sérieuse, parce qu'on va pas faire de vannes particulièrement, et plus sérieux et non exhaustive, pardon, parce que le but de cette vidéo n'est justement pas d'être exhaustif. Je ne veux pas être un pourfendeur, un diseur, un révélateur de quelque vérité que ce soit. Le but de cette vidéo est de vous donner mon opinion argumentée bien sûr, afin que vous puissiez l'ajouter à votre opinion, à votre avis argumenté, qui est peut-être plus pertinent ou plus juste que le mien. Et dans ce premier épisode, on va parler de l'affaire Ménel. Alors on va pas rappeler ce que c'est, parce que je pense qu'à moins d'avoir vécu en Ouzbékistan dans une grotte ces 3 dernières semaines, c'était quand même assez dur de passer à côté. Par contre, on va aborder les différentes choses qui ont pu poser problème et qui ont pu arriver à ce bordel généralisé. Et je vais vous donner un peu mon avis sur ces différentes choses. Alors quels sont les problèmes qu'on entend un peu partout? Le premier truc qu'on nous dit c'est oui, il y a un problème, de toute façon c'est parce que c'est une arabe. Alors, ok, stop, déjà ça tout de suite, à la trappe. N'en déplaise aux professionnels de la pleurniche et de l'indignation en quête de subvention. Non, je suis désolé, toutes les rocailles à Diallo et toute la clique, non. Ça ne pose pas de problème en 2018 en France qu'une femme arabe soit à la télévision française. Stop, on arrête. Oui, il y a du racisme en France, mais il y a du racisme partout. Il y en a plus dans ce pays que dans d'autres, mais il y en a moins dans ce pays que dans beaucoup d'autres. Et ce n'est pas parce qu'il y a du racisme que la France est raciste. Faut arrêter de déconner 2 minutes. On a Marlène Schiappa qui est au gouvernement, on vient de se prendre 5 ans de Tata Christiane et de Najat dans les gencives. Et si tu rajoutes à ça le combo « Je suis Charlie, mariage pour tous », je pense qu'au niveau acceptation générale du progressisme, notre société en est à un point où ça ne pose plus problème qu'une minorité ethnique soit représentée à la télévision. On se détend. Alors autant le fait qu'elle soit arabe, bon, à part emmerder 3 connards dans le Vieux-Lyon et Mamie Facho le dimanche après-midi aux réunions de famille, ça ne pose pas plus de problème que ça en soi. Néanmoins, avec un S comme dans saucisson, et c'est pas forcément d'ailleurs le mot que j'aurais dû choisir, donc avec un S comme dans celle-ci, pour le coup, elle est voilée. Et là, c'est là que le bas, ou plutôt le voile blesse. Car oui, le fait qu'elle soit voilée peut poser plus de problèmes, effectivement, et a posé plus de problèmes. Néanmoins, je pense toujours que ce n'était pas suffisant pour que cela génère, à part 3-4 articles sur F de souche ou sur vivelecochon.com, plus de bordel que ça. Et que si on en est arrivé là, c'est qu'il y avait autre chose. D'ailleurs, si la fachosphère est allée chercher sur les réseaux sociaux et dans son compte Twitter de quoi la faire tomber, justement, c'est parce qu'il savait très très bien que le simple argument du voile dans la France de 2018 n'était pas suffisant pour que ce soit la merde. Alors, à titre personnel, qui porte le voile, je m'en carre littéralement le fion. Je m'en tartine. Enfin, je suis désolé, c'est... Oui, oh là là, il fait son quart d'heure islamo-gauchiste. Non, je cherche pas du boulot chez Mediapart, vous inquiétez pas. Ce que je dis, par contre, c'est que ma redevance télé sert depuis maintenant 15 ans à payer des vacances à Miami ou à Marseille à une cohorte de pots de pu à moitié à poil avec 3 kilos de silicone dans chaque téton. Donc, personnellement, quand on vit dans une société qui n'a même plus le niveau élémentaire de décence et de pudeur qui sert normalement de socle sain à une civilisation un peu près saine, je ne vois pas pourquoi je serais particulièrement choqué par un bout de tissu qui couvre les oreilles et les cheveux. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que pour moi, dans la phrase « c'est un scandale parce qu'il y a une femme voilée à la télévision française », je pense que le plus gros problème, c'est pas voile, c'est télévision. Le problème, c'est pas qu'il y ait eu une femme voilée à la télé. Le problème, c'est qu'il y a eu des gens pour voir une femme voilée à la télé. C'est-à-dire des gens pour regarder ce cancer de l'esprit qu'est la télévision. Alors j'en profite pour faire une toute petite digression. Je ne veux pas amalgamer une émission de télécrochet à une émission de télé-réalité. Les émissions de télécrochet sont peut-être les seules émissions
non pas intéressantes, mais qui ont un intérêt dans ce qu'on peut voir à la télé aujourd'hui. Parce que même si effectivement, hein, on doit se taper voilà, les blagues de Benjamin Castaldi et Cyril Hanouna qui fait prout, alors j'en sais rien, je les regarde pas ces émissions-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment ou à un autre, en dépit de toute la connerie que peut engendrer la télévision, à un moment ou à un autre, ces émissions reposant sur un concours de talent, tu es bien obligé pendant les quelques minutes où ils vont chanter ou faire leurs prestations d'être confronté à ce talent. Alors moi personnellement, je préfère aller voir ce genre de prestations dans des cafés-théâtres. Hein. Ça évite toute la merde qu'il y a autour, mais je peux comprendre que bien évidemment, quand on est un jeune artiste, c'est pas en allant au café Oscar devant 70 personnes qu'on va se faire un nom. Hein. C'est en allant dans une émission qui est vue par des millions de gens. Cette parenthèse étant mise à part, revenons-en à nos moutons. Et c'est là que je m'aperçois que mon registre de comparaison n'est pas du tout pertinent pour cette vidéo. Au-delà du voile, et c'est justement ce que je reproche à pas mal de gens qui font leurs antiracistes de première, hein, qui se sont dit « Ah, de toute façon, c'est parce qu'elle était voilée ». Non, au-delà du voile, il y avait quand même d'autres problèmes qui, eux, par contre, m'ont un petit peu plus dérangé. Et le problème principal, c'est déjà le fait qu'elle ait chanté en anglais et en arabe. Alors je me fous que ce soit de l'anglais et que ce soit de l'arabe, ce que je déplore, et je suis désolé s'il y en a qui pensent que c'est un peu réac, mais ça m'emmerde de voir de plus en plus de gens se pointer dans des concours de télécrochet pour défendre, alors à l'Eurovision c'est dramatique, hein, mais bon, de toute façon, encore une fois, le problème c'est l'Eurovision qui est dramatique en soi, mais ce qui m'énerve, c'est effectivement de voir... Elle aurait pu quand même chanter en français au moins un petit peu cette chanson. Et je ne sonde pas les cœurs et les reins, donc je ne sais pas si c'était une provocation volontaire, mais ça m'emmerde légèrement. Surtout que, et c'est ça le deuxième problème, qui de toute façon aurait éclaté quoi qu'il arrive, c'est que autant en anglais, bah, elle est à peu près sur les paroles, autant quand elle chante en arabe, elle n'est plus du tout sur les paroles. Elle n'a pas du tout traduit la chanson de Leonard Cohen. Elle a mis d'autres paroles, des paroles qui sont des paroles d'un poète musulman, donc bon, ça peut être un problème pour certains, pas un problème pour d'autres, mais on est face à, non pas l'apologie, mais la mise en avant de sa foi. D'ailleurs, elle a chanté ce couplet-là hein, du poème, pas ceux qui suivent après, qui sont justement peut-être un petit peu plus apologètes. Mais là aussi, je vois pas en quoi c'est un problème pour tous ceux qui vont agiter la loi de 1905. La loi de 1905 n'a jamais interdit des artistes, quel que soit leur support, à mettre en avant, on va dire, un poème ou un dessin ou une représentation qui ait un caractère religieux. C'est pas parce que la religion n'a plus sa place sur la place publique, entre guillemets, en théorie, hein, bien évidemment, hashtag prière de rue, que tu n'as pas le droit de mettre en avant la dimension artistique de la religion. Et il suffit de jeter un coup d'œil à Notre-Dame de Paris pour comprendre que cette dimension religieuse, elle existe. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est une représentation musulmane qui n'a rien à faire dans la culture française. Là aussi, autant je ne suis pas le plus grand défenseur du multiculturalisme, parce que je pense que ceux qui défendent le multiculturalisme se trompent, quand Rokhaya Diallo, par exemple, nous explique à longueur de temps que si on vivait dans une société réellement multiculturelle, il n'y aurait pas de racisme, je pense que c'est totalement faux. Je ne sais pas si elle a déjà jeté un coup d'œil au Brésil, par exemple, mais c'est peut-être l'une des sociétés les plus multiculturelles et multiraciales de la planète, et c'est accessoirement l'un des pays au monde où les tensions communautaires et interethniques sont les plus violentes au monde. Donc en fait, c'est bien beau de vanter le multiculturalisme, mais si c'est pour vanter un multiculturalisme dans lequel chacun ne défend que sa culture, bah ça crée justement encore plus de bordel. Il y a un autre point aussi qui m'a fait tiquer, mais qui lui n'est pas fondamentalement problématique, c'est la défense de Ménel, qui est ridicule. Je veux dire, il y a un moment, quand on nous dit, on l'accuse, mais en même temps, elle était victime je pense, de milliers de tweets d'insultes tous les jours. Donc, au bout d'un moment, tu sais plus où te foutre et tu sais plus comment te défendre. Mais quand elle nous dit m'accuser d'antisémitisme ou d'apologie de l'islam ou de racisme, alors que j'ai chanté une chanson de Leonard Cohen, c'est ridicule. Honnêtement, hein, pour moi, c'est exactement du même niveau que Nadine Morano qui nous dit « je suis pas islamophobe, j'aime le couscous ». Franchement, hein, c'est exactement la même chose et je vois pas la différence. Je reste par contre intimement persuadé que de toute façon, ça se serait barré en couille. C'est ce que je disais au début de la vidéo et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Même s'il n'y avait pas eu de drama, même s'il n'y avait pas eu ces histoires de tweets, même si le concours s'était passé dans des conditions normales, je pense que si la société française est capable en soi, dans son écrasante majorité, d'accepter qu'une femme voilée soit à la télévision française, je pense qu'on confond deux choses. On confond société française et
Internet français, ah, le merveilleux monde des réseaux sociaux, où là, on entre tout de suite dans une autre dimension. Ce merveilleux monde où Kaamelott est une série raciste, où Friends est une série homophobe, où il faut retirer les tableaux de Muse des musées parce que visiblement on voit un bout de téton, où on nous explique qu'il faut ne plus enseigner La Belle au bois dormant parce que c'est une apologie du viol. Cette société-là où il faut aussi d'ailleurs décerner la Légion d'honneur le plus rapidement possible au CM de Decathlon, qui je pense est un individu qui la mérite, parce que tenir 40 tweets de questions-réponses face à une nana qui l'accusait de sexisme parce qu'il n'y avait pas de modèle de sac rose pour les garçons, je pense que là, en termes patience sur 20, le mec se pose bien. Et dans ce merveilleux monde-là, je reste fondamentalement persuadé que les plus hystériques des antiracistes de service auraient de toute façon, si elle avait perdu, serait arrivé et nous aurait expliqué que c'était du racisme. C'est évident. Dès le départ, tout le monde a placé beaucoup trop d'attentes dans cette histoire. Il y avait un tweet qui était d'ailleurs assez drôle en soi, qui disait, après sa première prestation, bon, au vu de son talent, qui ne faisait absolument aucun doute d'ailleurs, à moins que Marine Le Pen ou Laurent Wauquiez soient dans le jury, elle a gagné. C'est drôle sur le papier, mais ça reflète néanmoins, au-delà de l'humour, une attente. Et je pense que nos amis SJW, qui manquent totalement d'humour pour le coup, l'auraient, eux, pas pris avec un premier degré. Et que de toute façon, si elle avait perdu, quelle que soit la place, on aurait eu pendant 3 jours, ça n'aurait pas eu le remous médiatique que ça a eu là, mais pendant 3 jours, on se serait tapé des cohortes de tweets nous expliquant que c'était du racisme. Et que si elle a perdu, c'est parce qu'elle était arabe. Et que si elle a perdu, c'est parce qu'elle portait le voile. Le fameux, vous savez, alors pas parce que le jury est raciste, mais le fameux racisme systémique, voilà, le truc qui ne veut absolument rien dire, qui veut peut-être dire quelque chose aux États-Unis, mais qui ne veut rien dire en France, et qui, voilà, oh là là, qui est pour ça qu'elle a perdu. Et si elle avait gagné, de toute façon, on aurait eu l'équipe adverse, ceux qui gueulent à chaque fois qu'il y a une Miss France non blanche qui gagne justement un concours de Miss France, et qui nous aura dit elle a gagné parce qu'ils ont voulu faire gagner une arabe. De toute façon, ça aurait été le bordel. C'est ce qui se passe dans une société que les progressistes s'amusent à communautariser depuis 20 ans. Mais c'est pas ça qui s'est passé, elle n'est pas allée jusqu'au bout de l'aventure, puisqu'il y a eu justement ces fameux tweets. Alors c'est vrai que là, il n'y avait pas de bol, on a eu la complète. On a eu le tweet un peu con-con qui doute de la version officielle des attentats du Bataclan. On a eu le retweet de Tariq Ramadan qui va bien en pleine période où il a ses problèmes de caquette. On était bon pour le strike. Mais c'est là justement où ça a créé non pas un bug, mais 2 bugs. Le premier bug, c'est le bug de la team Jean Progrès. Je pense que la team Jean Progrès a littéralement bugué, puisque ça fait 20 ans que ces gens raisonnent en binaire, et que, effectivement, ils étaient tous là, ah, c'est génial, elle va faire trembler la vieille France patriarcale, cis, blanc, hétéro, sexiste, mâle, dominateur, et elle va montrer comme ça que l'islam est une chance pour la France, parce que c'est le camp du bien, etc. Mais le problème, c'est que quand on s'est aperçu qu'elle avait eu des tweets conspi, quoi qu'on en pense, eh ben là, ah bah non, ah bah je comprends pas parce que t'es la gentille, c'est comme dans Sketch des Inconnus, mais les conspis c'est les méchants, elle peut pas être méchante et gentille, oh là là, non, bah non, il faut un des deux parce que c'est... Et voilà, c'est le problème, c'est que quand tu raisonnes en binaire, que c'est soit du 0 soit du 1, bah quand c'est du 0,5, eh bah forcément ça fout la merde. Et que donc, les progressistes se sont retrouvés face à leur énième contradiction, qui est qu'ils veulent mettre en avant, et ils ont raison d'ailleurs, la diversité ethnique et culturelle de ce pays, mais que le problème c'est qu'en voulant mettre en avant l'islam de France, ils ne veulent par contre pas mettre en avant ce qui est derrière, et qui est une réalité, c'est que oui, une grande partie des musulmans de ce pays ne sont pas du tout sur la ligne de la doxa officielle concernant beaucoup de choses. Et que effectivement, il suffit d'avoir passé 10 minutes dans sa vie pour Twitter, sur Facebook, pour constater que beaucoup de jeunes musulmans de ce pays doutent énormément des versions officielles. Donc ça, c'est un truc dont vous pourrez vous sortir de toute façon, pas vous sortir, ou vous sortir qu'en faisant preuve d'un incroyable sexisme. Parce que le seul moyen, ça va être quoi? Ça va être de dire, bon alors, la prochaine, il faut qu'elle soit musulmane, il faut qu'elle porte un joli voile, il faut qu'elle soit jolie, mais par contre, il faut qu'elle ferme sa gueule. Donc, à moins de s'en sortir en mettant une potiche, c'est-à-dire en faisant œuvre de sexisme absolu, tout ne pourra pas coïncider ensemble. C'est le même problème qu'a eu François Hollande quand il nous a fait une campagne en nous disant « Oui, mais l'islam est une chance pour la République. Ouais, nous allons aider les musulmans de ce pays. Ouais, nous allons faire en sorte que les gens du même sexe puissent se marier. Ouais, pourquoi ils sont partis au fond de la salle ?» Parce qu'effectivement, ça ne fait pas partie du package général qu'on retrouve au sein
pas de la majorité, mais d'une partie des musulmans de ce pays. Là, ça s'appelle le vouloir bouffer à tous les râteliers. Il y a un moment où ça crée des bugs. Et le problème, c'est que la seule personne qui parle de ce problème de complotisme chez une partie des jeunes musulmans de ce pays, c'est Manuel Valls. C'est là où ça coince. Il a raison, Manuel Valls, pas quand il dit ça, quand il dit qu'il est le seul homme politique, c'est faux, mais il est le seul homme politique avec, on va dire, une notoriété qui fait que ce qu'il dit est relayé sur la place publique, en tout cas à l'époque, qui a abordé ce sujet. Et le problème de Manuel Valls, si tu veux, c'est qu'entre chaque phrase, il te crache à la gueule. Donc forcément, c'est quand le mec qui va mettre sur la place publique le problème des théories du complot chez une partie des musulmans de ce pays, c'est accessoirement un mec qui va bouffer du gefilte fish et taper la bise à la moitié de l'extrême droite israélienne tous les 15 jours... C'est pas Michel Onfray qui déboule et qui te dit « Bon, alors on va aborder le sujet, je pense qu'on a 4 heures, on va y aller point par point. » Tu vois. Non, bah non, c'est pas Jean pas d'amalgame pour le coup. Dans le discours, oui, mais dans le réel, ça peut pas être le meilleur ami de l'extrême droite israélienne qui va aborder ce genre de questions sans que ça foute la merde. Et le problème, c'est que bah, il l'a bien foutu pendant 5 ans, sa merde, Manuel Valls. Et le deuxième bug qu'il y a eu, et ça c'est un bug dont personne ne parle et qui va m'attirer un bon raid de pouce rouge de la part de toute la fachosphère, et je déteste ce terme, on y reviendra je pense dans une autre vidéo, mais j'utilise ce terme pour qu'on comprenne à peu près de qui on parle en règle générale, mais cette fachosphère, je le précise, c'est comme la complosphère, ça ne veut rien dire, on a des sphères, parce que personne n'arrive à définir concrètement, qu'il y a une fainéantise intellectuelle et une incapacité intellectuelle à définir clairement les choses, donc on nous parle de sphères, bientôt il y aura des cubes, des carrés, des triangles, ce sera comme dans Star Trek, je pense qu'à un moment il y aura plusieurs dimensions. Mais quoi qu'il arrive, le problème c'est que, et c'est ça le truc dont personne ne parle, et qui est tout aussi dramatique, c'est que en voulant faire tomber cette nana-là, la fameuse fachosphère, je suis désolé, ça me fait rire moi, parce que c'est quand un certain niveau de tragique et de conneries, ça me fait rire. La fameuse fachosphère, qu'est-ce qu'elle est allée faire pour la faire tomber? Elle est allée rechercher tous ces tweets du fin fond du fond de chiotte de Twitter pour l'accuser de complotiste. Donc en voulant faire tomber cette nana-là, la fachosphère a fait le boulot de Rudi Reichstadt. Bravo les gars! C'est-à-dire qu'en voulant la faire tomber, vous avez fait le taf du Décodex, vous avez fait le taf de Conspiracy Watch, c'est-à-dire d'aller systématiquement rechercher le fond de chiotte de lundi 18 janvier, elle a dit ça. Et c'est là que c'est dramatique, c'est-à-dire qu'on arrive dans une société où l'art ne suffit plus, où être un artiste talentueux, c'est plus l'époque Alain Delon où on peut être l'acteur préféré des Français en étant le meilleur pote de Le Pen. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, tu es obligé, si tu veux avoir une prestation artistique reconnue, en tout cas dans les médias principaux, c'est pour ça que j'y suis pas, d'adhérer totalement à la ligne anti-conspi 800% de la doxa qu'on nous vend tous les jours dans les médias et à la télé. Ce n'est plus possible aujourd'hui d'avoir une opinion un peu, voilà, ah, mais peut-être que là on se fout de notre gueule, et d'être reconnu. À un moment, ça te retombe à la gueule. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand ce n'est pas l'État qui fait ce boulot-là, on savait qu'on avait tous les tapins de gauche pour aller le faire sur Internet, ce boulot-là. Mais maintenant, on sait que même si eux le font pas, vous inquiétez pas, la fachosphère est là pour aller faire le boulot de Conspiracy Watch et aller faire le tapin pour Rudi Reichstadt. En même temps, dans Reichstadt, il y a Reich, donc peut-être que les mecs se sentaient à la maison, mais on peut compter sur la fachosphère, quoi. Donc ça y est, la traque au conspi, il n'y a plus d'échappatoire dans ce pays. C'est terminé. On va aller chercher tout le temps ce qu'il y a dans tes tweets. Et puis, encore une fois, si c'est pas les tapins de l'État qui le font, vous inquiétez pas. La complosphère, la fachosphère le fera pour vous. Et on ne sort plus de ça. C'est là, les gars, c'était pas la fachosphère anti-système résistante. Là, c'était la fachosphère Vichy, pour le coup, une bonne fachosphère de collaboration, qui est allée utiliser l'argument, l'accusation de complotisme, qui est utilisée et qui sera utilisée demain pour vous taper sur la gueule. Donc là, vous avez montré votre inutilité totale en termes de posture anti-système réel, quoi. Là, c'est bon. L'escroquerie, plus personne peut se faire avoir. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dingue. Alors, vu que personne ne faisait le boulot correctement, il restait quoi? Il restait les médias. Et qui en a parlé? Parce qu'il y a qu'est-ce qui s'est passé et qui en a parlé? Et là, bien évidemment, il y a 3 émissions, 3 émissions qui, en tout cas, ont un potentiel buzz suffisant pour pouvoir alimenter le débat public. Il y a TPMP. Alors là, TPMP,
TPMP, bah, on a eu Gilles Verdez, quoi. Mais Gilles Verdez, c'est... Enfin, vous lui mettez une petite chemise, puis après elle est rose, puis maintenant il y a des fleurs. Il va falloir directement attaquer la plume dans le cul, hein, pour le faire passer pour autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire un gros réac. Pour nous le vendre comme un mec de la Team Progress, ça va être de plus en plus dur. Il va falloir faire quelque chose, il va falloir qu'il vienne en laisse avec une boule dans la bouche et un plug anal dans le fion, parce que ce n'est plus possible. Gilles Verdez, c'est le type qui systématiquement chiale et est scandalisé dès que quelque chose ne va pas dans le sens de la doxa. Donc ça y est. Alors lui, il nous a fait son tapin habituel, donc bon voilà, j'ai Gilles Verdez. Il pouvait y avoir un espoir avec le petit Castaldi, qui est une grande gueule, parfois pas trop con, mais le problème du petit Castaldi, c'est que le petit Castaldi, ça fait maintenant à peu près 3 semaines qu'on l'accuse en permanence de relayer des tweets de la complosphère, justement, et que là, fallait qu'il se défende. Donc c'était il fallait qu'il tape sur le conspi. Il était obligé pour sa TV crédibilité, tu vois. Donc il est arrivé, et puis il nous a sorti la classique, c'est scandaleux, regardez, je marque les points, hein. Quand il y a eu 200 morts dans ce pays, c'est bon, j'ai raison, on ne devrait pas avoir le droit de critiquer les versions officielles. Ce à quoi je vais lui répondre que c'est intellectuellement beaucoup plus valable, ou en tout cas beaucoup moins dans le pathos, de dire l'inverse. C'est parce qu'il y a eu 200 morts dans ce pays qu'il faut justement, plus que jamais, ne plus avoir de questions taboues. Alors, sûr, il faut mettre de côté les connards qui nous disent que c'est parce que c'est un complot des lézards, mais en soi, il faut justement, dans une société où il y a eu 200 morts, se poser des questions. Ensuite, bah, on a eu Yann Barthès, mais alors là, bah, hey, Yann Barthès, c'est l'espoir de voir peut-être un truc un peu subversif, mais le problème c'est que Yann Barthès, son quotidien, il l'avait dans le cul, parce que c'est le groupe TF1, que donc il pouvait pas trop taper dessus, donc il a été obligé de faire la classique, c'est-à-dire, bah, vous avez vu, les méchants, ils ont tapé sur la gentille, hein. Il nous a refait le sketch de Bioman, des Inconnus, donc ça servait à rien, il était niqué. Et le troisième, c'était Pascal Praud. Mais alors, chez Pascal Praud, ça fait déjà 2 mois que ça se barre en couille. Et chez Pascal Praud, ça n'a pas duré longtemps, hein. Il y avait un début qui était bien, puis il y a eu le mec qui est arrivé. Oui, mais alors, par exemple, la kippa. Ah, on va parler des tuches. Bon, voilà, c'était à mourir de rire. Il restait plus de place pour le dessert. Ils ont fait next. Et tout ça s'est terminé par Ménel, donc, qui nous a dit qu'elle avait pris la décision la plus sage de sa vie. Alors là, je lui fais un tout petit pic. Quand tu dis j'ai pris la décision la plus sage de ma vie, toutes les religions, hein, quelles qu'elles soient, sont d'accord là-dessus. C'est pas à toi de te déterminer comme sage, c'est aux autres. Mais pour le coup, je vais te déterminer comme sage sur ce point-là, puisque je pense qu'effectivement, en quittant l'émission entre guillemets de son plein gré, TF1 avait commencé à gueuler, mais c'est pas TF1 qui l'a virée, elle s'est barrée. Et je pense qu'elle a pris la décision qui a sauvé la dimension artistique de l'émission. Parce que je crois, et là c'est une supposition, mais ma mère bossait à la télé à TF1, donc je connais très très bien ce milieu-là. Je pense que TF1 aurait fait ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire prendre la plus mauvaise décision qui soit, et qu'ils auraient truqué l'émission. Ce qui était la pire des décisions à faire. Ils auraient dit, bon, on va éviter le drama, donc vous la laissez passer 2-3 fois, puis vous me la virez en quart ou en huitième. Tu sais, c'est comme dans les Coupes du Monde, quand c'est un pays organisateur pourri qui le fait. Bon, on évite de les sortir pendant les qualifs, tu vois ce que je veux dire. Donc, et à un moment, ils auraient dit, bon, par contre, 3e passage, les juges, vous la prenez pas. Et je pense que les gens l'auraient vu, parce que là, c'est vraiment ce que Sartre appelait l'autotromperie. Je pense que les gens sont lucides, en fait, malgré eux, qu'ils savent depuis maintenant 15 ans de télé-réalité que les émissions sont quand même beaucoup truquées, et que même s'ils ne veulent pas se l'admettre, dans leur fort intérieur, ils le savent, et que les gens l'auraient vu. Donc du coup, en conclusion, bah, je dirais que cette histoire, c'est 3 conneries successives qui se sont mis les unes les autres, à différents degrés chacune. On a eu d'un côté une connerie de Ménel qui fait le choix de ne pas chanter en français et de changer la partie de la chanson de Leonard Cohen où elle chante en arabe pour mettre en avant un texte musulman, donc qui n'est pas forcément la meilleure façon de rentrer dans la boutique sans foutre le bordel. D'un autre côté, ensuite, on a une deuxième couche de conneries de la fachosphère cette fois-ci, qui, pour la faire tomber, va faire le tapin pour le politiquement correct de tous les traqueurs de conspi. Et en 3e partie, et là on pouvait bien évidemment s'y attendre, la télévision qui analyse sans rien y comprendre toute cette connerie, et quand une télé de merde analyse une télé de merde, et ben ça donne bien évidemment de la merde. Et vu qu'il y a 3 acteurs opposés entre eux qui ont chacun apporté leur couche de caca au gâteau de caca, j'aurai forcément 3 fois plus de gens pas contents qui vont venir disliker cette vidéo, ce à quoi je leur répondrai que si tout le monde peut faire des conneries, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas en faire et pas en dire, et que tout ça c'était une piste de réflexion pour qu'on puisse après en débattre ensemble. Pour ça, il y a les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je ne le dis pas forcément pour les épisodes de JS
SPC, mais là, pour le coup, je pense que il faut y aller. J'ai mis les pieds dans le plat. Je pensais appeler ce format les pieds dans le plat à la base. Peut-être que ça pourrait être un bon titre. J'essaye d'y aller en ne faisant de concessions pour personne. Je reste un hégélien convaincu qui pense que ce n'est pas le bien qui est l'ennemi du mal, mais le bien qui est l'ennemi du bien. Le problème de notre société, ce n'est pas qu'il y a les gentils et qu'il y a les méchants. Ce n'est pas une société malheureusement binaire. C'est une société dans laquelle le bien est l'ennemi du bien et dans lequel tout le monde est persuadé d'avoir raison. Et c'est justement dans ce genre de polémique que moi, je vais aller reprendre le travail pour je suis pas content et aller foutre mon parrain dans ce qu'est en train de faire l'Assemblée nationale, car on sait très bien que nos députés ont pour habitude de profiter de ce genre de bordel pour aller nous faire passer des enculeries en douce. Donc du coup, écoutez, j'espère que cette vidéo a plus fait avancer les choses qu'elle ne les a fait, qu'elle ne les a embourbées. Je pense avoir fait en tout cas ma part de taf pour participer à ce débat public qui, j'espère, se clôturera assez vite. N'hésitez pas à utiliser vraiment les commentaires, ils sont faits pour ça. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain pour un retour le plus rapide possible sur le terrain de l'humour. Et si vous avez envie que ce genre de format se refasse sur cette chaîne, j'y prendrai du plaisir et des coups, et c'est pour ça que je suis là. Je vous dis donc merci Cognac J, à demain et à vous les studios.